Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller une soirée cinéma avec le Comte de Monte Cristo, Kinds of Kindness et A Quiet Place D1. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma. Et aujourd'hui, Quintao et moi, nous ne sommes pas seuls, nous avons un nouvel invité, à savoir Adam, le bûcheron du cinéma. Comment vas-tu mon cher Adam? Bah ça va très bien et vous? Ça va très très bien. Comment vas-tu cher Quintao? Ça va, ça va. Ok, eh bien moi aussi, ça va très bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler de un, non pas pour parler de deux, mais bien pour parler de 3 longs métrages qui sont sortis dernièrement, à savoir Le Comte de Monte Cristo, Kinds of Kindness et A Quiet Place Day One. Juste avant de plonger dans nos argumentaires sur ces différents films, il faut savoir que moi j'ai vu 2 films sur 3. Adam, toi t'as bien fait tes devoirs, t'as vu les 3 films. Exactement. Et King Tao, King Tao, c'est celui qui a le moins bien fait ses devoirs. Il n'a vu qu'un film sur les 3. Quelle est ton excuse, j'ai mon cher vu, King Tao? j'ai vu le Comte de Monte Cristo le jour de sa sortie, donc c'était en fin juin, c'était la veille de la fête du cinéma, et c'est parce qu'en fait, la semaine, je suis en stage et le week-end, je travaille avec mon cinéma, donc en fait, j'avais pas trop, pas trop le temps, et puis je pouvais pas forcément aller dans l'autre cinéma pour voir d'autres films, donc c'était un peu délicat. Mais en tous les cas, je rattraperai ça, voilà. C'est une bonne excuse. Non, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Non, ça va. Mais donc, rassurez-vous, on va tous quand même un petit peu parler, même sur les films qu'on n'a pas vus. Et surtout, on a invité Adam parce que on savait que lui, il avait vu les 3 films et surtout qu'il avait des choses très intéressantes à dire sur les 3 films, mais surtout sur Kinds of Kindness. Et donc, avant de parler de Kinds of Kindness, nous allons commencer par Le Comte de Monte Cristo, qui est probablement le plus gros sujet de cet épisode. Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, en ont-ils eu pour Edmond Dantès? Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? C'était un film qui était extrêmement attendu. C'est un film qui fait partie d'une nouvelle mouvance en ce moment au cinéma français. Pathé et notamment Dimitri Hassan, qui est un producteur, aime particulièrement adapter les œuvres de Alexandre Dumas. C'est pour ça qu'on a eu l'année dernière Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Les Trois Mousquetaires Milady. On va possiblement avoir une 3e partie. L'info est tombée il y a peu. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mouvance actuelle de la part de Pathé, de Dimitri Hassan, d'adapter sur grand écran avec des budgets colossaux? On parle de, je crois, 75 millions pour les 2 films Trois Mousquetaires. Alors, pas 75 millions pour un et pour l'autre, hein. C'était 75 millions pour faire les 2. Et là, on parle de 40 millions à peu près pour Le Comte de Monte Cristo. Donc, est-ce que vous trouvez cet argent bien investi? Est-ce que vous avez aimé Les Trois Mousquetaires, partie 1 et partie 2, du coup? Je vais commencer par toi, Adam. Et en fait, ce que j'en pense, c'est que Alexandre Dumas est connu pour être en fait déjà il appartient au courant du romantisme littéraire, c'est-à-dire de milieu fin du 19e siècle. Mais en fait, la particularité d'Alexandre Dumas, c'est qu'il publiait ses romans sous un aspect feuilletonnant. Et en fait, c'est pas une idée qui est farfelue d'adapter Dumas parce qu'il a quelque chose de très accessible. Il parle de notions qui sont très connues, qui ont été réutilisées à foison. On en parlera dans Le Comte de Monte Cristo, notamment de ce que le personnage a apporté à la pop culture et comment est-ce que l'adaptation s'en sert. Mais c'était bien pour introduire l'univers d'Alexandre Dumas qu'on a peut-être étudié à l'école, Ah oui. qu'on a sûrement étudié à l'école, et même d'autres auteurs français très connus. On a eu il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans, je crois, Illusion perdue, adapté du célèbre texte de Balzac. Et donc, du coup, c'est une mouvance que là, ils veulent investir dans des gros budgets, des gros blockbusters avec des gros moyens. Ça a été très raté sur les 2 films, Les Trois Mousquetaires, que je tiens comme étant une honte. Surtout le 2e, Milady, qui est une catastrophe industrielle, qui fait honte au texte du Dumas et qui
n'est pas réussi. Il y a des choix qui ont été faits qui sont très discutables, notamment des choix de photographie, des choix de traitement de personnages. Et pour l'instant, ça partait très mal. Donc, j'avais pas très envie de voir de base cette adaptation du Comte de Monte Cristo. Voilà. Ok, ok. Alors, moi, je donnerai mon avis sur ces fameux trois mousquetaires un petit peu après, puisque là, je vais laisser parler King Tao. Il me semble que eux, tu les as vus. Eux, tu Oui, les as vus. oui, j'ai vu les Trois Mousquetaires, la partie 1, la partie 2, je suis quand même d'accord avec Adam sur le fait que le 2, c'était pas top, quoi, hein, le 2. Bah, en plus, moi qui suis breton de cœur, je sais que La Rochelle, c'est pas Saint-Malo, par exemple. Donc, non, mais voilà, quoi. Ça, c'est parenthèse. Mais ouais, et puis il y a des. Il y a des choses. Moi, j'ai pas lu le livre, mais je sais que, par exemple, la mort de Constance, c'est pas cette mort-là qu'il y a dans le livre par rapport au Et film. ce Donc, qui arrive à Milady, voilà, surtout aussi, voilà, il y a un voilà grand aussi. événement qui est éclipsé, quoi. Mais il y a plein de passages qui sont éclipsés, et c'est dommage parce qu'on en a fait quand même 2 films qui sont quand même longs. Et voilà. Et puis moi, je me souviens que je sais plus quel prix il avait eu au César. Mais c'était le Alors, seul, hein, il me parce que semble que c'était la partie 1 qui était nominée. Je crois que c'était ouais, pour les décors qu'il a eu le ouais, prix. ouais, bah Si je dis pas de bêtises. c'est suffisant, hein, parce que après le reste, non. Mais voilà, mais après j'en garde un souvenir, voilà, mais sans plus, quoi. J'irai pas les revoir, quoi, si tu veux. Et puis Ok. pour répondre à ta question de comment je vois de faire des films sur Dumas et l'argent qu'on investit dedans. Je sais pas trop. Quand je compare avec le film Astérix et les Chinois là, Wow, wow, wow. L'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu. Oui, l'Empire du Milieu. Excuse-moi, parce que je ne rappelais plus le nom. Excuse-moi. Tu m'as coupé. Après, c'est vrai Mais que en le fait, c'est film. parce que Non, non, on va pas couper, on va la garder parce que le film se c'est en passe en Chine. Chine. C'est pas. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais l'Empire du Milieu et qui est fait aussi par Pathé avec Jérôme Sédou. Ben voilà, tu vois. Donc je sais pas trop me positionner, mais j'ai quand même une petite préférence pour les Trois Mousquetaires, le 1, tu vois. Mais bon, Mhm. c'était Il pas un y a grand quand même cru des l'année petites dernière. choses à sauver, quoi. Par exemple, il y avait une tentative quand même d'adapter en fait le texte de Dumas à quelque chose qui était un peu sale, un peu crado. Mm. Je trouve que c'est une idée qui est pas bonne, mais ils ont essayé de s'y tenir, même si le deuxième volet a éclipsé un peu tout ça, mais ils ont essayé d'avoir une direction artistique différente, du noble, du romantique. Écriture de Dumas, quoi. C'était une tentative d'adapter autrement les Trois Mousquetaires, quoi. Parce qu'il y a eu Et, beaucoup d'adaptations des Trois Mousquetaires. et donc, pour résumer, King Tao, t'as de la sympathie, mais sans plus pour ces deux parties, et tu préfères quand même qu'on investisse beaucoup d'argent dans des films comme cela que comme dans... Est-ce qu'on peut appeler ça un film, Astérix et l'Empire du Milieu? Comme dans les navets C'est un assemblement de sketchs, je dirais. Ouais, Pour moi, ouais, c'est un assemblement de sketchs qui ne fonctionne jamais. C'est un accident industriel, Astérix et l'Empire du Milieu. Ah oui, complètement. ouais, c'est pas drôle, c'est pas du tout drôle, donc ouais. Je pense que personne ici l'a aimé. Et donc, en parlant de personnes qui n'aiment pas des choses, bah écoutez, moi, je ne suis vraiment pas fan également de ces deux adaptations des Trois Mousquetaires. Donc, à la rigueur, la première partie est meilleure que la deuxième. La deuxième étant vraiment, j'irai pas jusqu'à ce qu'a dit Adam, comme quoi c'est un accident, cette deuxième partie. Je dirais juste que c'est très mauvais, alors que la première partie est très moyenne. Moi, mon principal souci, c'est vraiment l'approche très hollywoodienne qu'ils ont eue pour adapter cette grande œuvre de Dumas, où j'ai vraiment eu l'impression qu'ils se sont juste dit on veut faire comme à Hollywood. Mais ils se sont pas posé la question de est-ce que avant de penser notre projet comme ça, on pourrait essayer de le penser en tant que bon film, en tant que des bons films, puisqu'ils sont deux. Vraiment, j'avais juste l'impression qu'ils étaient là en mode on va faire comme à Hollywood et donc les gens vont venir en salle parce qu'ils aiment bien comment c'est fait à Hollywood. Donc un copier-coller qui n'a
aucun sens, qui est totalement inintéressant. Même au niveau du jeu, il y avait des grosses lacunes, notamment chez Eva Green, alors que j'adore Eva Green. Bref, j'avais pas du tout été séduit par ce projet, par cette manière de penser ce projet, que je trouvais très racoleuse, quoi. C'était pour le fric, plus que pour la passion de l'art, selon moi. Mais arrive donc le Comte de Monte-Cristo, surtout qu'on a oublié de le dire, mais Les Trois Mousquetaires 1 et 2, ça a quand même plutôt bien marché. C'était pas non plus des immenses succès comme Un petit truc en plus de Artus, tu vois, mais ça a quand même plutôt bien marché. Et donc arrive le Comte de Monte-Cristo le 28 juin, un vendredi. Il est sorti un vendredi, ça c'est rare pour un film, faut le souligner quand même. Et donc le Comte de Monte-Cristo, c'est réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui, il me semble, étaient scénaristes sur les 2 adaptations des Trois Mousquetaires. Exactement. Je dis pas de bêtises. Oui, Ok. c'est ça. Et cette fois-ci, donc ils sont non seulement scénaristes, encore une fois, mais également réalisateurs. Au casting, on retrouve Pierre Ninet dans le rôle de Edmond Dantès, le comte de Monte-Cristo. Nous retrouvons également Bastien Bouillon dans le rôle de Fernand de Morcerf. Bastien Bouillon qui a joué dans cet excellent film qu'est La Nuit du 12. L'avez-vous vu, mes chers collègues? Oui. Waouh, la réponse était... Il y a vraiment eu un temps de latence. Non, c'était bien. C'était bien, ouais. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, que je juge très important. Mais au casting du Comte de Monte-Cristo, il y a également Anaïs Demoustier, qu'on a pu voir il y a peu dans Dali de Quentin Dupieux. Vous l'avez vu, lui? Oui, et c'était pas ouf. On est d'accord. Encore une fois, un temps de latence avant. Le temps de réponse, c'est pas ouf. Oui, on est sous ADSL, on n'a pas de fibre chez nous. Ah, ok, d'accord. Surtout moi. Moi, j'avais vraiment bien aimé Dali. Et au casting, nous retrouvons également Anna Maria Vartolomei. Attends, Vartolomei. Ouais, Bartholomei. Elle est franco-roumaine. Ouais. Ok. Dans le rôle de Haïdé, j'ai oublié de dire qu'Anaïs Demoustier elle jouait le rôle de Mercedes Herrera. Et puis, nous retrouvons également Laurent Lafitte dans le rôle de Gérard de Villefort, Pierre Francesco Vavino dans le rôle de l'abbé Faria. Et d'ailleurs, petite anecdote, cet acteur, la seule et unique fois que je l'ai vu, c'était dans Narnia 2. Je sais pas si vous vous souvenez de son rôle. Alors que c'est un grand acteur italien qui a joué dans Le Traître de Marco Bellocchio, qui est un immense chef-d'œuvre. Ah non, mais c'est un grand acteur. Et justement, c'est là que c'est un peu drôle pour moi. Genre, je l'ai vu que dans Narnia 2, qui est pas un très très bon film, quoi. Ça lui rend pas honneur à son talent, disons. Tout à fait, d'accord. Et enfin, nous retrouvons Patrick Mill dans le rôle de Danglars et Vassili Schneider dans le rôle de Albert. Après, il y a plein d'autres personnes au casting, mais si je les cite tous, ça va être long, très long. Ouais, ça va être très très long. Et donc, le film dure 2h58, ce qui est quand même, ma foi, assez long, mais c'est totalement logique, puisque il me semble que c'est un long roman, le roman de Alexandre Dumas. 1600 pages à peu près. Oui, ok. Donc quand même un gros roman qui a été adapté de maintes et maintes fois au cinéma, mais notamment en série avec celui qu'il ne faut pas nommer. D'ailleurs... faut pas dire le nom. Voilà. Et merci King Tao d'avoir stoppé ton téléphone. On était en featuring avec le téléphone, ce téléphone qui m'a vraiment ennuyé lors d'un tournage d'une critique chez toi, mon cher King Tao. Mais donc, oui, le Comte de Abigail. Monte-Cristo, oui, la critique de Abigail. Le Comte de Monte-Cristo, enfin, qu'est-ce que ça nous raconte? Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du Comte de Monte-Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte-Cristo. Je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier.
saurez qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient. Où il va. Et donc, mes chers collègues, je vais commencer par Adam, puisque c'est l'invité. Qu'as-tu pensé de cette adaptation tant attendue du conte de Monte Cristo? Tant attendu, oui, avec crainte aussi, parce que le conte de Monte Cristo, en dehors de l'attache que j'ai de base à Alexandre Dumas et surtout au conte de Monte Cristo de base, qui est un roman immensément sacré de la littérature française, et vu l'échec qu'ont été les Trois Mousquetaires, opus 1 et 2, j'attendais avec crainte. Et je pense que je vais être celui qui va être le plus mitigé, tout de même. Mais, faut observer que le passage de flambeau entre Martin Bourboulon et les deux scénaristes de La Patelière et de La Porte Martin est bénéfique. Bourboulon, qui était le réalisateur des deux adaptations. Ouais, de Trois Mousquetaires et de cette merde d'Eiffel, j'allais dire. Voilà, voilà, faut le dire. Ouch, Faut mais le également dire. de Papa ou Maman 1 et 2, les gars. Très, très content pour lui. Non, plus sérieusement, c'est bénéfique parce que déjà, on se débarrasse de cette esthétique crado, sale, les paysans dégoûtants, tout ça. La manière dont, je pense, Pathé voyait les paysans, sans entrer évidemment dans une analyse qui est au-delà de l'œuvre dont on va parler là ici. Mais du coup, il y a quelque chose de solaire, de romanesque dans l'image. Il y a des bateaux impressionnants. Les décors sont magnifiques. Les châteaux, les costumes, c'est magnifique. Vraiment, il n'y a pas photo. Le budget est très bien investi. On sent une ampleur, une démonstration de la capacité qu'ont nos costumiers, les accessoiristes, ceux qui s'occupent des décors. Et vraiment, le cadre de La Porte et de La Patelière rend hommage à ces décors, parce qu'il y a des très longs plans, ils osent des travelling, mais qui ne sont pas en shaky cam, on ne voit rien, mais vraiment des beaux panneaux. On n'hésite pas sur les plans très larges, sur les plans d'ensemble, et ça en donne un objet qui est formellement très intéressant, c'est-à-dire c'est un beau spectacle à voir. Ça, je lui accorde vraiment ce point-là. Il n'y a aucun souci. Même au niveau de l'écriture, il y a des choix d'instinct qui ont été faits qui sont intéressants, parce qu'il faut condenser 1600 pages en un film de 3 heures, alors que c'est pour moi le conte de Monte Cristo qui aurait dû être séparé en 2 parties, et les Trois Mousquetaires auraient largement pu faire un film de 2h30. Ça aurait très bien tenu. Mais il y a des coupes drastiques qui ont été faites au roman, et c'est bien, parce que les choix ne sont pas idiots, parce qu'il y a des personnages qui ont été fusionnés, notamment aidés, mais on y reviendra plus tard. Il y a des personnages qui ont été fusionnés qui sont très intéressants. Pierre Ninet, on sent qu'il est passé par la comédie française et que du coup, le texte romantique de Dumas, avec ses beaux phrasés, son beau parler, rendent beaucoup mieux qu'avec... mince, j'ai oublié. Celui qui jouait d'Artagnan. Pardon, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. François Civil. François Civil, merci. Du coup, ça passe beaucoup mieux parce qu'on sent qu'il a l'expérience du théâtre. Même tous les acteurs sont très très bons dans les 3 méchants que va affronter Monte Cristo. Il y a des scènes que je garde quand même un peu en tête. Une certaine scène de dîner qui flirte avec le gothique et qui est très intéressante. Et avec qui, le coffre, on sent que... Ouais. Et on sent que La Patelière et de La Porte ont été metteurs en scène de théâtre. Et ça se sent. Parce qu'il y a une vraie maîtrise de ça. Ah bah clairement, sachant qu'en plus, il me semble que leur premier long métrage, ou en tout cas l'un de leurs précédents longs métrages, c'était Le Prénom, qui était l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, c'était l'adaptation de leur pièce de théâtre. De leur pièce de théâtre. Tout à fait, ouais. Voilà. Voilà, ça c'est pour la partie positive. Ça y est, ça va être salé. Ça va être salé. Là, je vais être beaucoup plus salé parce que c'est bien, des coupes drastiques ont été faites. Mais le problème, c'est qu'on sent l'héritage du bouquin d'Alexandre Dumas, qu'il ne faut pas toucher au sacré, alors qu'une adaptation doit, je pense, transgresser des trucs. Évidemment qu'il y a des changements par rapport au livre. Je ne vais pas m'amuser à les citer, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais ce sont juste des changements
pour des questions d'adaptation et non pas des choix que je considère réellement artistiques. Donc c'est un bon blockbuster c'était un bon blockbuster pour la fête du cinéma. Si vous voulez y aller un samedi en famille, aller voir un beau, un film d'aventure romanesque, ça vaut le coup quand même. Voilà, je le dis, hein. Je suis pas très fan non plus du long métrage, mais ça vaut largement plus le coup que les Trois Mousquetaires. Si, par exemple, vos adolescents doivent lire du Alexandre Dumas, bon là, les cours ont cessé, mais s'ils devaient lire pour l'école, le film est une bonne porte d'entrée, Alexandre Dumas. Premier Ouais, je suis degré, je d'accord. pense sincèrement. C'est une belle porte d'entrée, parce qu'Alexandre Dumas, c'est pas un univers qui est cradingue. C'est un univers qui est beau à regarder, qui est beau à lire. C'est romantique, Alexandre Dumas. Mais il n'y a pas de vrai choix drastique. Edmond Dantès, pour moi, de base, dans le livre, c'est vraiment un personnage. Monte Cristo est ce que Edmond Dantès ne peut pas être. Et je trouve qu'il se limite trop à l'influence principale de Batman, qui est le comte de Monte Cristo. Et du coup, en fait, j'en trouve un film manichéen. Voilà, je vais vous laisser quand même parler parce que je monopolise un peu trop la parole. Ah non, mais t'inquiète pas, c'était très intéressant. très. Maintenant, à toi, mon cher King Tao, ton avis sur ce long métrage? Bon, en fait, je voulais juste rebondir sur ce que disait Adam sur le fait que oui, il y avait un espèce de Batman. Moi aussi, je le vois un peu comme ça, ce justicier qui veut faire un peu sa loi. Voilà, mais moi, pour faire assez court pour mon avis, en fait, je l'ai quand même préféré aux deux, à la duologie des Trois Mousquetaires. Donc ça veut tout dire quand même. Donc ça veut bien dire que je suis pas fan de Martin Bourboulon, voilà, et je suis plus fan quand même de la Patelière et de Laporte. Donc voilà. Après, pour ce qui est du film, moi j'ai plutôt bien aimé. J'étais assez surpris des notes que je voyais quand même, parce que je regardais le film évidemment, et puis je me disais bon, je trouvais que ça valait pas cette note-là, par les notes sur 5. Ah bah, le film est extrêmement bien noté. Je crois qu'il est à 7,5 sur 10 sur Sens Critique et 4,5, 4,6 sur Allociné. Ouais, Ce je qui mets est moins, assez mais ouf. oui, c'est un peu comme tu parlais d'un petit truc en plus, c'est pareil, il y avait des notes qui étaient très larges entre la presse et les spectateurs aussi, pareil. Et moi, pour ce qui est du Comte de Monte Cristo, alors je n'ai pas lu le livre malheureusement, mais en tout cas par rapport au film, je disais que j'avais bien aimé, et que la note pour moi, si vous regardez sur Letterboxd, elle est 3,5 en fait. Et elle n'a pas dépassé les 4, parce qu'en fin de compte, je pense qu'il m'a fait rester à 3,5, c'est sans spoiler hein, vraiment, mais on le voit de toute façon dans la bande-annonce, c'est un moment où Anaïs de Moustier, donc Mercedes, voit pour la nouvelle fois le Comte de Monte Cristo, tu vois. Donc, il va toucher le doigt voilà. du problème. Voilà. Ouais. Donc voilà, et après, ça, je me perds vachement, parce que en fait, je trouve qu'elle joue très bien, Anaïs de Moustier, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on est beaucoup je sais que c'est très romantique aussi hein, dans le livre, mais c'est très, je trouve, il y a un côté pathos parfois, pas jusqu'aux Il y a larmes un moyennes non plus, mais côté un peu il too y a un much côté, pour toi. ouais, too much, qui est parfois peut être un peu lourd, en se disant ouais bon, c'est bien beau, bon après voilà quoi. Mais je trouve quand même que les deux réalisateurs s'en sortent plutôt pas mal. C'est juste que là, à ce moment-là, je me perds. D'ailleurs, pour ce qui est du Comte de Monte Cristo, à la fin de ma review, j'avais l'impression de voir une espèce de Batman, d'un Sherlock Holmes, parce qu'il y avait un côté un peu dans lui, il savait vers où aller, tu sais, bon, il y a juste un événement qui fait que là, il n'était pas du tout au courant que c'était dans ce moment-là, et un côté un peu Mission Impossible, parce que je pensais aux masques, tout ça, les changements, tu vois. Ah oui, totalement. Mais il y a un vrai problème avec les masques, parce que je trouve qu'en fait, vu qu'il y a Pierre Ninet, en fait, ils peuvent pas totalement grimer Edmond Dantès, et je ne vois que
Pierre Ninet, alors que je devrais voir quelqu'un d'autre. Faut pas oublier qu'Edmond Dantès reste 14 ans enfermé Ouais. à l'île d'If quand même, au château d'If. Pardon. Bah, après, Mais- bah, attends, je te laisse finir, King Tao. Non, je me dis juste par rapport à ce que disait Adam. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté où on n'arrive pas à différencier les deux, quoi. Ils s'impriment tous les deux dans le même, et c'est vrai que c'est dommage qu'on. T'as trop envie de dire Mercedes, mais tu as bien raison, c'est lui. Voilà. Ouais. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui font que. Tu disais too much, mais que c'est dommage parfois, tu vois. Je me dis, je m'attache, mais j'aurais voulu aller m'attacher un peu plus. Tu vois, c'est plutôt ça, quoi, le hic. Mais voilà, après, ils s'en sortent très bien, les deux réalisateurs. Et je trouve par rapport à. On parlait des deux autres films des Trois Mousquetaires, on est quand même beaucoup mieux, quand même. Voilà. Ah oui, Ok. totalement. Bah écoutez, moi je vais peut-être être celui le plus dithyrambique. Alors, je trouve pas que le film est un chef-d'œuvre, comme ça a été annoncé par pas mal de personnes. Après, je trouve le film honnêtement très bon. Déjà parce que c'est bien mieux que les Trois Mousquetaires, ça, on l'a tous les trois dit. Nous sommes les Trois Mousquetaires, en fait. Nous sommes les trois bons mousquetaires. Voilà, tout simplement. Ah ouais, Non, ouais. mais je trouve ça bien mieux, déjà, parce que là où les Trois Mousquetaires, j'en parlais plus tôt, j'ai l'impression qu'ils ont pensé leur film comme un film hollywoodien avant de penser leur film comme un bon film. Bah là, j'ai l'impression qu'il y a eu l'inverse. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils se sont posés autour d'une table, ils se sont dit, on va réfléchir à faire un bon film et après, on va rajouter une petite patine hollywoodienne. On va voir ce que ça donne. Et donc, je préfère ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée. Et je trouve le Comte de Monte-Cristo bien plus impressionnant dans la composition de ces magnifiques plans extrêmement larges, dans ces sublimes travelling, parce que il y a vraiment une passion de l'art. Alors que Martin Bourboulon, c'était bon, il y a une scène d'action, je la fais en shaky cam, plan séquence, parce que les Américains ils font ça et les gens ils aiment bien ce que font les Américains. Sauf que voilà, ça allait pas plus loin que ça. Là, il y a vraiment des plans qui te racontent quelque chose, qui te citent des choses qui sont extrêmement pertinentes. Donc en termes de mise en scène, je trouve ça bien meilleur. Il y a vraiment de très beaux plans. Que ça soit un peu partout dans le long métrage. C'est bien réparti. Moi, je trouve pas que ça fasse too much visuellement. Après, donc, dans le scénario, je suis en même temps d'accord et pas d'accord avec vous. En même temps, oui, c'est too much dans le sens que, bon, ça va avec les maquillages, les costumes, dans le sens que, normalement, Mercedes, elle devrait tout de suite le reconnaître quand il revient en Comte de Monte-Cristo. C'est surtout que normalement, en fait, dans le roman, on le reconnaît pas du tout. Et même un choix qui a été opéré par le film, c'est de totalement suivre le Comte de Monte-Cristo. Alors que dans le livre d'Alexandre Dumas, en fait, après qu'il ait récupéré l'argent, sa fortune, normalement, en fait, on passe des points de vue des autres. Et en fait, ils observent Monte Cristo apparaître. Et qui est donc ce monsieur, le comte de Monte Cristo? Qui il est? Et du coup, le fait de passer totalement sur Pierre Ninet, c'est bien, parce que c'est un point d'accroche pour le spectateur. Ça, c'est une bonne idée d'adaptation pour le coup. Mais je vois que Pierre Ninet. C'est ça le problème. Bah, en fait, moi, en même temps, je trouve que oui, c'est un petit problème. En même temps, j'y vois, comme tu l'as dit, Adam, ces réalisateurs, ils viennent du théâtre. Et dans le théâtre, il y a souvent des personnes, ils se mettent un faux nez et tout d'un coup, les autres personnages, ils le reconnaissent plus, tu vois, alors que franchement, il est ultra reconnaissable. Au théâtre, on accepte ça, mais au cinéma, c'est autre chose. C'est une autre forme de truc. Parce que la crédibilité du spectateur n'est pas la même au théâtre. C'est pour ça. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, moi, j'ai trouvé que c'était un pari volontaire, déjà. Tu sens que c'est voulu. Et surtout, qui est assez marrant, en fait. Je le trouve assez rigolo. Surtout qu'il y a une autre scène où Pierre Ninet se déguise en quelqu'un d'autre. Et là, tu le reconnais pas du tout, tu vois. Donc pour moi, ça appuie le fait que quand il est en Comte de Monte-Cristo, c'est volontaire, ce côté too much. Donc je suis d'accord là-dessus, c'est
un peu too much, mais en même temps, je ne peux pas dire que ça me déplaît. Je trouve ça assez rigolo de autant ramener l'aspect théâtre dans un film, même si c'est destiné à un petit peu se foirer. Je trouve que c'est un pari. Je trouve qu'on ressent vraiment des metteurs en scène pour le coup, tu vois. Que t'aimes ou t'aimes pas, il y a vraiment une volonté de mise en scène, une volonté artistique, et je soutiens ça. Ensuite, pour ce qui est du reste du scénario, alors moi, j'ai pas lu Le Comte de Monte-Cristo. Je trouve que ça se suit plutôt bien, même si effectivement, il y a des choses qui sont coupées, parce que je me suis renseigné avant quand même, hein. Il y a des choses qui sont coupées, et c'est un petit peu dommage qu'elles soient coupées. Et puis surtout, il y a beaucoup d'ellipses. Et moi, j'ai toujours du mal avec ces films où toutes les Il y 5-10 a minutes, des on te cartons, dit en fait, c'est réduit en des cartons un peu dégueulasses, alors que ça devrait pas, tu vois. C'est dommage qu'ils aient trouvé que cette manière-là pour faire passer le temps, quoi. C'est un peu dommage. bah ouais, c'est vraiment, pour le coup, c'est très simple, trop simple. Mais après, voilà, j'ai passé un bon moment. Comme je l'ai dit, visuellement, le film est absolument splendide. Moi, je trouve que, au-delà de la question d'écriture et de maquillage dont on parlait, qui est un petit peu too much, ah, j'arrive plus à parler, qui vous gêne, moi, elle ne me gêne pas trop, elle m'amuse. Je trouve que en termes de jeu d'acteur et jeu d'actrice, ça s'en sort très bien. Et Pierre Ninet, je l'ai rarement vu dans un rôle aussi marquant, quoi. Je l'avais beaucoup aimé dans Le Livre des Solutions de Michel Gondry, tu vois, mais là, je le trouve 10 fois plus marquant. La façon dont il se pose, la façon dont il va jouer de manière plus dark, de manière plus glauque, c'est quelque chose que je ne connaissais pas dans les performances de Pierre Ninet, et je trouve que c'est risqué et qu'il s'en sort vraiment bien. En fait, Pierre Ninet, que ça soit dans de la comédie, dans du drame ou dans de l'un peu plus sombre, il arrive toujours à s'adapter et à construire des personnages qui sont forts. Et alors, un truc, je voudrais votre avis là-dessus, les gars, vraiment, ça m'a sauté aux yeux. J'avais vraiment l'impression, quand il était en Monte Cristo, de voir Pierre Ninet, effectivement, mais de voir Johnny Depp surtout. Je suis le seul ou pas? Peut-être. Moi, j'ai pas fait j'ai pas vu ça, mais peut-être, je sais En pas. fait, vu qu'il a des fossettes rehaussées, qu'il est maquillé autour Ah, des yeux, ok. ça m'a trop fait penser à Johnny Depp, et je me suis même demandé si c'était pas une intention, tu vois. Ok. Ah non, moi j'avais plus pensé à la version Christian Bale de Batman sans ces. Voilà, pardon, désolé, j'étais obligé de faire une imitation un peu foireuse. Mais non, elle était très mais- bien. Mais en fait, dans la manière dont il se pose dans son château avec les flammes, en fait, ça me rappelle la manière dont Nolan faisait l'introspection de Batman, assis dans un siège tout seul. Moi, ça me rappelle beaucoup cette version-là de Batman. Même le château, comment est-ce qu'il est articulé. On sent que c'est Bruce Wayne. C'est du bling-bling à l'ancienne. Ce terme est un peu vulgaire, hein, bling-bling, mais c'est du bling-bling à l'ancienne. Quand il montre des armes, notamment, le château, il se déploie, c'est mécanique. Mais là aussi, t'as un côté... aime bien l'aspect steampunk, fantastique. Sans être dans le genre-là, il aime bien intégrer ces notions-là. Mais là aussi, tu vois, justement, dans cette scène où il montre les armes et que t'as le décor qui se meut face à la caméra, bah là aussi, il y a un côté très théâtral, tu vois. Comme quand sur le théâtre, dans le théâtre, on change les décors en live. Donc moi, je trouve ça, encore une fois, vraiment intéressant, vraiment marrant. Et donc... Ah ça, par contre, ce côté-là, il est cool, hein, du théâtre, pour le coup. Et jouer avec les dialogues que j'ai reconnus du livre, il y a quelque chose de fascinant à jouer et à articuler. Et pour le coup, les acteurs, on sent qu'ils sont expérimentés. Parce qu'ils peuvent jouer les lignes de Dumas. Et ça, c'est cool. Et je voulais savoir, pour finir sur Le Comte de Monte Cristo, qui est donc, vous l'avez compris, pour moi, une adaptation plutôt réussie, voire très réussie. Et surtout, je comprends qu'ils aient mis de l'argent là-dedans. C'est de l'argent qui a été respecté et qui sert du grand spectacle. Et un bon film français, un bon film pour l'été, qui est très respectable. Pour Adam... Bon, Adam, toi, t'as un peu moins apprécié, mais tu trouves pas ça honteux, quoi? Je trouve pas ça honteux. Moi, si, parce que Tao a cité sa note. Moi, j'ai mis 2,5 parce que je suis plus exigeant là-dessus, parce que j'attendais de vraies décisions radicales de transgression de Dumas. Mais si je dois noter en matière de spectacle, c'est un 3, 3,5.
En fait, Ok. c'est pas déconnant. Pour le coup, c'est vrai. Moi, je suis plus exigeant, plus aigri, plus voilà tout ce que vous voulez. C'est pas le truc, mais ça mérite quand même votre attention pour le coup. Et si vous voulez découvrir ce que c'est le monde de Monte Cristo, parce que quand même s'investir dans 1600 pages, même si petite technique pour lire du Alexandre Dumas, si vous prenez chaque jour le soir, vous prenez un chapitre. Un seul chapitre, vous le lisez tous les soirs. C'est à peu près entre ce que c'était publié dans des journaux, donc c'est à peu près 5 à 10 pages. Vous lisez ça tous les soirs, vous avez un cliffhanger tous les soirs, et c'est une vraie série Netflix. La C'est comparaison est royale. Alexandre c'est- Dumas, c'est les séries d'aujourd'hui. C'est les Oui, séries bah En fait, d'aujourd'hui. d'ailleurs, Pour moi, oui. c'est le plus grand showrunner de série. C'est le plus En grand fait, showrunner est-ce de que série. Alexandre Dumas, c'est pas lui le vrai créateur de Netflix, les Mais gars? en fait, il paraît que Dumas, oui, a créé Netflix il y a très longtemps. Et Il y a d'ailleurs, très d'ailleurs, longtemps, Netflix doit payer des droits à Alexandre Dumas. voilà, de Mais, royalties. d'ailleurs, le Ok. Netflix devait pas s'appeler Netflix, devait s'appeler Dumaflix. Voilà. Ah, ok. Ouais. D'accord. D'ailleurs, il y a C'est bon que les Dumas gens voient Univers. l'analogie. Il y a C'est Dumas bon que les gens Univers. voient voilà. Il y a Dumas Univers dessus, il y a une section, une catégorie. Non, mais c'est Dumas pour que les gens voient Cinematic l'analogie. Universe. Ouais. Voilà, mais par Mais exemple, Les Trois Mousquetaires aussi, vous pouvez le lire comme ça, 20 ans après, qui est la suite des Trois Mousquetaires, le conte de Viticombe, le Reine Margot. Vous pouvez les lire comme ça, vous allez voir. C'est même à lire pendant cet été, là, c'est un régal. Donc voilà, Ok. vous pouvez aller voir pour savoir ce que c'est l'univers du conte de Monte Cristo. Voir si ça va vous plaire. Voilà. Et donc, pour toi, King Tao, c'était sympathique, mais sans plus, mais quand même plus sympathique que les Trois Mousquetaires. Mais juste, toi, tu as eu un problème que moi, je n'ai Oui. pas eu, de suspension Oui. d'incrédulité. Oui. Après, j'ai pas passé une mauvaise séance, hein. J'ai eu plaisir à le voir. J'ai quand même préféré, je disais, le voir que les trois mousquetaires, les deux mousquetaires, les deux films des trois mousquetaires réunis. Donc voilà. Je voulais juste rebondir sur le fait que tu disais, mais vous allez me demander si je me trompe pas, mais tu disais ça, JB, c'est est-ce que nous on voyait comment Pierre Ninet en Johnny Depp, tu vois? Et ben moi, je vais te parler par rapport à un autre film. Quand je suis allé voir Bike Riders, donc qui a rien à voir avec les films que vous allez Que parler j'ai vu après. hier, super. Et ben moi, j'ai pas trop. Voilà, bon, bref, c'est pas le but. Et en fait, j'ai l'impression qu'Austin Butler, c'est un James Dean dans La Fureur de vivre. Tu vois? Alors, Donc, j'ai pas vu La Fureur de Rive. Qu'est-ce que je raconte? De Rive, Vivre. de de Fureur de Rive. Vivre. Keanu Très Reeves. beau film Voilà. pour la jeunesse. Keanu Reeves, voilà. Voilà. Mais tu vois, j'avais l'impression de voir James Dean dans La Fureur de vivre. Je l'ai pas vu, mais je sais par des extraits tout ça. Donc, du coup, voilà. Mais en tous les cas, non, ça a été quand même une bonne séance. Ah, Et d'ailleurs, il est pas bête le parallèle. Il est pas bête du tout. ouais, Parce que c'est bah le oui, jeune oui, insouciant, un peu arrogant. Oui, parce qu'il est un peu ça, Edmond oui, Dantès. ouais, Gros ouais, parallèle. ouais. Je suis d'accord. Et puis ça me faisait penser Ah aussi non, à non, mais Easy attends. Rider aussi. Mais voilà. Attends, t'as pas compris. Il comparait Austin Butler à Ah, cet acteur-là. pardon. Mais du coup, je viens d'y penser à ça. Ouais. Je me dis, Ah, Oui. ok. Mais bah, voilà. ça, à moitié, Et oui, ce que oui. je voulais juste faire. créer des liens. Ouais. Moi, ce que je voulais passer comme message aussi, parce que j'ai à mon travail, à mon stage, j'ai une personne qui a vu le Comte de Monte Cristo, qui l'a vu 2 fois d'ailleurs, parce qu'il trouvait que c'était un super film, même s'il dit que c'est pas le film de l'année. Je veux dire, c'est pas voilà. Mais en tous les cas, il a bien aimé le film et donc voilà, donc du coup, il est au courant que cet épisode a lieu et qu'il va sortir prochainement. Donc voilà. Eh bien, Voilà pour la coucou petite info. à toi. Eh Coucou ben, à toi. coucou à lui. Il s'appelle Thibaut. Ah, il s'appelle Tubo. Tubo, Non, Thibaut, carrément. excuse-moi. Kubo. Thibaut. Kubo. Ok. Thibaut. Bah, Ouais, le dessin, le film d'animation. Oui, c'est ça. Coucou à toi Thibaut et merci d'écouter cet épisode. Et juste avant de finir sur le Comte de Monte Cristo, très très rapidement, je dois dire aussi que j'ai vraiment bien aimé la musique, que j'ai trouvé bien plus marquante que dans Les Trois Mousquetaires également. Assez romantique. Je sais pas, Assez romantique, votre la avis musique. là-dessus. Ouais, tout le thème romantique est sublime, mais même les thèmes plus épiques sont tout aussi sublimes. J'arrête pas de les écouter en ce moment, donc Ok. voilà. Et toi qui me fais la musique? Bah moi, j'ai pas de souvenirs marquants de la musique. Par contre, j'ai des souvenirs marquants de Anna Maria Bartolomei parce que juste avant, j'étais allé voir Maria, le film sur
Maria Schneider, qui s'est faite, voilà, on va pas dire le mot pour pas se faire striker, pendant le fameux film sulfureux des années 70 qui est Dernier Tango à Paris. Donc, Dernier Tango à Paris, ouais. voilà, Mm. donc de Bernardo Bertolucci. Donc, du coup, il y avait deux facettes, du coup, et de voir cette C'est vraiment Anna une Maria. honte ce qui s'est passé sur ce tournage, par contre. Non, oui, bah quand oui, on tout y à fait. repense, Ah oui, c'est- ah oui, oui. Ouais, c'est dingue. Mais si tu vas le voir JB ou non, en tout cas JB, ça va te parler beaucoup parce qu'il y a un côté très féministe en fait. Ça parle pas que de ça, mais ça parle aussi de cette femme qui se révolte et qui dit non à ça, tu vois. Mm. Voilà, parce que Ok. on revient sur le passage où voilà, il y a eu voilà, bon bref, et il y a une grande partie après où c'est elle, voilà, qui dit non aux hommes et tout, voilà. Donc voilà, donc c'est intéressant Ok. aussi pour ça. Voilà, et juste D'accord, avant de d'accord. finir, de mon côté, voilà, vous savez que j'ai une chaîne YouTube, c'est pas pour faire la pub, mais aujourd'hui est sorti le petit podcast de la reco du vendredi sur Le Silence des agneaux. Voilà, donc Oh. Allez écouter la team. après, si vous écoutez, vous allez voir que je parle lentement, en fait. J'étais tellement fatigué hier, je l'ai regardé le film et j'ai fait le truc à 23h. Donc voilà, mais je remercie JB de m'avoir fait, avec, beaucoup d'amour, mes petites miniatures. Donc voilà, j'attends le reste, Ah, j'ai galéré. et donc du coup ouais, mais bon, les gens ne le sauront pas. Mais voilà, en tous les cas, c'était bien et puis, voilà, parce que Le Silence des agneaux, c'est mon film préféré, et pour moi, le meilleur thriller de tous les temps, même s'il y a Seven à côté. Mais voilà, c'est plus personnel et voilà. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de King Tao qui se trouvera en description. Et donc voilà, le Comte de Monte Cristo, c'est un budget bien investi. On a quelques petites différences, quelques petits griefs, mais globalement, on vous le conseille. Et alors, King Tao Oui. va devoir nous quitter Oui. pour la suite de ce podcast, car il est Mais très je occupé en ce reviendrai, moment. je reviendrai Ah bah oui, pour un prochain épisode. tu reviendras. Voilà, bien sûr. Oui, t'es obligé de revenir. Oui, ouais, Tu es oui, la tout à fait. tête. Je fais partie du concept, donc normal. Voilà, tout simplement. Du coup, bah merci beaucoup à toi, Bah, King pas de Tao, quoi, d'être ça m'a fait passé. plaisir. Ça Bah m'a nous fait aussi. plaisir. Bah oui. Et puis on te souhaite une très bonne soirée et puis on se retrouve Oui. bientôt, mon cher collègue. Tu vas me Oui, bah oui. manquer. Mais oui, on se voit demain, je crois, c'est ça? Bah oui, on se voit Voilà. demain. Donc ça Voilà. va. Tu vas me manquer, mais pendant pas trop longtemps, du coup. Ouais, mais après, il faudra attendre Oh, longtemps. c'est Après. mignon, c'est mignon. À vos et les personnes qui écoutent Enfants du cinéma, faites vos j'arrive plus à parler là. Comment ça s'appelle là fanfiction sur King Tao et moi. Ouais. Allez-y, déchaînez-vous. Ah oui, allez-y, allez-y. Bon, allez. Après cette phrase où j'ai énormément galéré pour la dire, eh bien, salut à toi, mon cher King Tao, et puis on se retrouve très Oui. très vite. Salut, salut. Et bah, puis Ciao, ciao. bonne discussion et bon débat pour les deux autres films, hein. Merci. Allez, bisous. Merci. Ok, donc maintenant, nous allons passer à Kinds of Kindness. Kindness, pas du tout. Kindness. De Kindness. Yorgos Lanthimos. Et oui, on va reparler de Yorgos Lanthimos. Je dis ça car j'en ai parlé il y a peu sur la chaîne dans une vidéo s'intitulant Le pot pourri où je parlais brièvement de La Favorite et de pourquoi c'était absolument génial. Et donc, Kinds of Kindness, c'est réalisé par Yorgos Lanthimos, c'est scénarisé par Eftimis Philippou et Yorgos Lanthimos. Au casting, nous retrouvons Emma Stone, une actrice qu'aime énormément Yorgos Lanthimos. Nous retrouvons Jesse Plemons, qu'on a pu voir dernièrement dans Civil War ou Killers of the Flower Moon. Nous retrouvons également Willem Dafoe, qu'on ne présente plus, notre célèbre bouffon vert, mais également Margaret Qualley, qu'on a pu voir. Alors moi, je l'ai découvert dans Once Upon a Time in Hollywood, et elle passe une tête dans le précédent film de Yorgos Lanthimos, à savoir Poor Things. Et bientôt, on la verra à l'affiche de The Substance, un film qui a fait grande sensation à Cannes. Nous retrouvons également Hong Cho, Joe Alwyn, Mamadou Ati ou encore Hunter Schafer. Hunter Schafer, qui est l'une des meilleures actrices de sa génération. J'adore cette actrice, vraiment, je l'adore, je veux la voir tout le temps, dans tous les films du monde, elle est beaucoup trop talentueuse.
Et donc, ce Kinds of Kindness, il est sorti le 26 juin 2024, soit 2 jours avant le Comte de Monte-Cristo. Il dure 2h44. Et là où le Comte de Monte-Cristo, c'était tout public, lui, il est interdit au moins de 12 ans avec avertissement. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Kinds of Kindness est une fable au triptyque qui suit un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie, un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble une personne différente, et une femme déterminée à trouver une personne bien précise, dotée d'un pouvoir spécial, destiné à devenir un chef spirituel prodigieux. I love you. This isn't love. Et donc ce film, j'ai pas fait mes devoirs, je ne l'ai pas vu, alors que je devais C'est le pas voir. bien. Non mais je devais le voir, mais malheureusement on n'a pas pu décaler l'épisode, donc écoutez, on l'enregistre et je ne l'ai pas vu, mais c'est pas plus mal, ça va laisser beaucoup plus de place à l'argumentaire de notre cher Adam, qui, il me semble, est un grand fan du cinéma de Yorgos Lanthimos. Bah écoute, tu vas nous parler de tout Exactement. ça, de ton rapport au cinéma de Yorgos Lanthimos, et ensuite de ce que tu as pensé de Kinds of Kindness, qui est un film qui divise énormément. Vraiment, il divise Exactement. beaucoup. À Cannes, déjà, il y avait beaucoup divisé. Alors, parce que c'est intéressant, tu dis que le film a divisé, et c'est vrai, et il divise toujours la presse actuellement. Parce que d'où vient Yorgos Lanthimos? À la base, c'est un cinéaste grec, comme son prénom et son nom l'indiquent. À la base, il se fait connaître dans une sphère un peu cinéphile de films assez méchants, assez agressifs. Notamment, beaucoup le découvrent avec Canine en 2009, qui a fait Alors que sensation juste pour sa... avant, il avait réalisé Kineta. Oui, Voilà, qui est tout très, simplement. très mal aimable. Très mal aimable. Même moi, j'ai du mal avec ce film, pour le coup. Alors que je suis Ok. très fan, très sensible à son cinéma en Grèce. J'ai beaucoup de mal. Mais Canine, en fait, on sent un cinéaste agressif. On sent une certaine méchanceté et surtout une thématique qui va revenir quand je vais parler de Kinds of Kindness, c'est-à-dire la soumission de l'humanité. C'est-à-dire que pour Lanthimos, l'humain est soumis à quelque chose. Il est soumis à sa condition d'être humain. Il est soumis à sa famille. Il est, par exemple, dans La Favorite. Il est soumis à des mœurs sociaux. Encore le cas dans Bah, La Favorite, par exemple. c'est comme dans Ou- celui que j'ai vu il y a pas longtemps, qui est excellentissime, à savoir La mise à mort du cerf sacré. La mise Là à mort aussi, du il y cerf a- sacré, que je considère comme son plus grand chef-d'œuvre, qui est un film moi, je suis pas loin également. Il est vraiment très bien, quoi. Il est vraiment extraordinaire parce que on met à mort le sacré, c'est-à-dire la figure du père dans une famille. Ce qui a toujours été le plus sacré, encore plus que la mère, c'est le père, parce que c'est le doyen, c'est un peu tout ça. Il met ça à mal parce qu'il était déjà venu aux États-Unis quand il réalise du coup The Lobster, qui est sa version de la métamorphose de Kafka. Si vous voulez Ouais. un peu ça, si vous n'avez pas vu The Lobster, c'est la métamorphose de Kafka. Où l'insecte est remplacé par un homard. Voilà. Comme le nom du film l'indique. Voilà, c'est ça. L'indique, pas l'indique. L'indique. Excusez-moi. Et après La Favorite, on sent que Lanthimos essayait de jouer une partition codifiée du cinéma américain. C'était le film à costume. J'aime bien La Favorite, même si je trouve que c'est pas un de ses meilleurs, parce qu'il est limité par son concept et on sent qu'il peut pas être Lanthimos. Parce que Lanthimos, c'est un prétentieux aussi. Il a un peu un but de sa personne. Non, mais voilà, il se prend pas. Ah oui, non, mais ça il se se prend pas pour remarque de la merde. dans tous les films que j'ai vus de lui, ça se remarque. Très clairement, ça se Voilà, remarque. il est très prétentieux, mais très talentueux. Donc, Mais moi, tu vois, voilà. La Favorite, j'aime énormément le côté maladif du long métrage, tu vois. Je Ah, trouve, mais Olivia Colman joue une partition d'une femme malade qui est extraordinaire. C'est un mais d'ailleurs, brillant directeur de elle a comédien. gagné un prix. Elle a gagné un Oui. prix à l'époque pour La Favorite. Le prix de la Voilà. meilleure actrice. Donc, c'est pas rien quand même. Voilà, c'est pas rien. Et par contre, arrive un problème qui s'appelle Poor Things. Pauvre créature, qui est adapté du roman de Alasdair Gray, qui est une réinterprétation du coup de Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, qui est une adaptation plus moderne. Et là, j'ai un très gros problème avec Poor Things, c'est Lanthimos essaye de ne plus être méchant et d'avoir, pour le coup, de la gentillesse.
pour ces personnages, mais ça ne marche pas parce que Lantimos c'est un Moi, j'ai trouvé vrai ça misanthrope. vraiment Il est, intéressant. Comment, c'est justement, il se battait avec lui-même pour apporter une certaine gentillesse dans son cinéma, alors que tous les autres films que j'ai vus de lui, il y a rien de gentil, tu vois? Donc moi, je trouvais il est ça méchant, à un point jamais atteint. Mais c'est un vrai problème pardon, j'allais dire la ah OK. favorite, excuse-moi. Dans Poor Things, parce que en fait, il ne sait pas traiter des thématiques féministes. On sent que c'est pas son terrain d'approche. Il n'est pas renseigné sur ces sujets et ça en donne. En fait, il ressuscite le fétichisme de la poupée enfantine, de la femme qu'on peut manipuler. Et c'est un vrai problème, pour le coup, dans le film. Et l'esthétique, que je trouve assez vulgaire. En fait, pour moi, Poor Things Elle est est très tape à le l'œil, c'est vrai. Moi, je l'aime elle est beaucoup, très mais elle est tape à très tape à l'œil l'œil. et on disait déjà de La Favorite que c'était beaucoup plus tape à l'œil que ses autres films, parce que c'est ça aussi qu'on lui reproche, c'est d'être vulgaire. Mais en fait, Poor Things, pour moi, ça accumule en fait tous les défauts que la presse avait dit il y a très longtemps de Lantimos, de Canine, de la mise à mort du cerf sacré qui avait fait débat à Cannes et qui a remporté le prix du scénario. D'ailleurs, petite anecdote. Bah, après, tu vois, genre, Poor Things, je trouve que c'est tape à l'œil, mais je dirais pas vulgaire. Par contre, je dirais vulgaire pour La Favorite, mais positivement vulgaire. Parce que Ah, c'est c'est du très à bon propos vulgaire. C'est du bon voilà, c'est vulgaire. très à propos avec ce qui est raconté, dans le récit, Bah, c'est des dans le gens malades, fondement des du gens récit de La quasiment Favorite. incestueux. Bah, c'est quasiment des gens incestueux, des gens malades. Il y a une maladie dans la bourgeoisie, dans l'élite sociale de l'époque. C'est une Mmh. maladie. C'est contagieux. Et c'est ça qui est très intéressant. Et du coup, on en vient à Kides of Kindness, qui est sorte de gentillesse pour sa traduction française. Vous vous doutez bien que c'est très ironique de la part de Lantimos. Et en fait, je présenterai le film comme Yorgos Lanthimos présente Yorgos Lanthimos. OK. C'est par exemple Alfred Hitchcock présente, si vous voulez. Vous savez, en fait, c'est Ouais, vu que le film est je vois. composé de 3 sketchs. En fait, je pense, en fait, son film en fait, il renoue à ses racines grecques, méchantes, mal aimables, à un point vraiment très cruel, en prenant les États-Unis comme point de repère, que ce soit avec le premier sketch sur l'échelle sociale, sur le grand patron en haut de la tour, et qu'on est soumis à ça. C'est une sorte de dieu. Et même d'ailleurs, William Dafoe, qui rejoue dans les 3 sketchs, mais notamment dans le premier, est une réinterprétation de son personnage de dieu dans Poor Things. C'est sa réponse négative. Bah, plus négative encore, Bah, justement, pour le coup. alors, avant que tu continues ton argumentaire, est-ce que du coup, ça te fait pas revoir à la hausse Poor Things, Ah non, qui pas du tout. donc se battait pour apporter une certaine gentillesse, qui ensuite va être détruite par Kinds of Kindness? Surtout que les 2 films, il les a fait, j'ai envie de dire, pratiquement, C'est pour la post-production ensemble. de Pauvres créatures qu'il a fait, Kids Tu of vois? Kindness. Donc c'est 2 films qui se répondent. J'ai pas vu, Kinds of Kindness, mais je pense que c'est 2 films qui se répondent. Donc peut-être que maintenant que tu as vu les 2, Poor Things va être revu à la hausse, je sais pas, vas-y, continue. Non, bah, du coup, non, parce que je le vois encore plus à la baisse. Ah ouais, Parce OK, que d'accord. ouais, je le vois vraiment plus à la baisse et c'est son film le plus. Mais je dis pas que c'est totalement raté non plus, parce qu'il y a quand même une méchanceté dans la manière d'aborder l'univers steampunk de Mary Shelley, gothique aussi, mais ça s'arrête là. Parce que pour moi, il n'est pas taillé pour les thématiques qu'aborde Poor Things, en fait. Il n'est pas taillé pour ça. OK. Parce que c'est un cinéaste de méchant. C'est un vrai méchant, Lanthimos. C'est un vrai misanthrope. Et là, pour le coup, en revenant à ses racines, en fait, c'est drôle parce que du coup, lui aussi, il est soumis à ça. C'est-à-dire que il est obligé de revenir à ses racines pour être vraiment Lanthimos. Donc lui aussi, quelque part, il est soumis à ça. Par exemple, on sait, Emma Stone, c'est devenu sa muse depuis La Favorite. Et il s'amuse à la décliner, même tous les acteurs, ils s'amusent à les décliner sur différents masques. C'est pas pour rien d'ailleurs que tout l'argument, tu sais, je sais pas si tu as vu les affiches du film, Oui, mais oui, ils il y portent a des masques ouais, sur leur propre visage. Et c'est fascinant parce que c'est vraiment ça. Pour le c'est coup, des ça vend masques très de bien ce leur qu'est le film. visage sur leur propre visage, voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça vend très bien le concept de comment est-ce qu'il utilise ses acteurs, en fait. Parce qu'il va les faire jouer différents personnages, va les même faire se répondre. Parce que par exemple, là où par exemple, c'est Jesse Plemons qui est soumis dans le premier court-métrage, bah, dans le deuxième, c'est Emma Stone qui va être soumise à son mari.
Ok. Et d'ailleurs, en plus, Caso Canes contient la meilleure vidéo souvenir de l'année 2024. Pour ceux qui ont vu le film, je vous laisse, je vous laisse ce petit moment de gratin dauphinois. Non, plus sérieusement. Et ça en donne un film que, pour moi, c'est un de mes films préférés de l'année, Caso Canes. C'est un vrai plaisir de méchanceté, de pure d'aigreur, pour le coup. C'est un peu la même sensation que j'avais eue l'année dernière avec El Condé Que j'avais vraiment de beaucoup Pablo aimé, Larraín, Condé. qui est vraiment aussi... et c'est mon petit plaisir de méchanceté, parce que j'aime bien avoir un film par an, tu sais, un film d'aigreur et de méchanceté. J'aime bien Ouais. parce que c'est souvent les films les plus drôles. C'est cruel de dire ça, mais c'est Bah, souvent les films les plus drôles. rien à voir, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai rattrapé Heureux Gagnant. Tu vois, le film Heureux Ouais, Gagnant sur le ouais. loto. J'ai trouvé ça tellement méchant aussi, mais Ah oui, c'est qu'est-ce que je me méchant. suis marré devant ce film. Je vous Il encourage y a des à le sketchs, ils sont regarder. vraiment cool. Ouais, c'est très Encore méchant. une fois, un film à sketch. Tiens, on crée un Ouais, lien. King ça. Tao aurait aimé être là parce qu'il adore créer des liens dans le cinéma. Mais 2 films à sketch qui sont méchants. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça en donne un film qui est sur la soumission. Et en fait, je pense que Kind of Canes, c'est le meilleur moyen de connaître le Lantimos de la Grèce, de ce qu'il faisait avec Canine. C'est le meilleur moyen de le D'accord. découvrir parce que vous allez avoir le mode d'emploi de Yorgos Lanthimos et comment est-ce qu'il utilise la méchanceté pour attaquer là le système américain. Donc dans le premier, comme je l'ai dit, c'est le monde capitaliste. Et comment est-ce que le dieu consacré n'est plus une figure religieuse, mais une figure patronale qui est en haut d'une tour. Dans le deuxième, c'est la famille, le couple. Comment est-ce qu'on est soumis à l'être cher qu'on aime. Et le troisième, c'est là pour le coup, c'est la religion. En fait, on fait le sens carrément inverse de la chose et ça parle d'une secte qui recherche une personne capable de réanimer des morts. Le petit parallèle encore avec Mary Shelley et Poor Things est très amusant. Et donc c'est un Mais film en qui fait, aborde tout de manière très crue, de manière très violente en fait. ah oui, c'est très cru, c'est très violent. Comme je te le dis, là, en fait, la vidéo sketch qui est dans le deuxième court-métrage sur la famille, en fait, on est soumis à la sexualité. J'en dirai pas plus, mais on est soumis aussi à la sexualité et au désir sexuel. Les plans sont magnifiques, c'est plus sobre, plus épuré que Poor Things, évidemment. Hein. Vous attendez pas à retrouver l'esthétique de Poor Things, vous n'allez pas l'avoir, clairement. Même de la favorite, d'ailleurs. C'est vraiment ces plans très, très larges. On retrouve les textures aussi. Il aime bien, en fait, il y a un plan, par exemple, où il presse une orange et il y a un gros plan sur une orange. Les peaux, elles sont... on voit les défauts de la peau. Parce que Lanthimos aime beaucoup filmer ça. Parce qu'en fait, les êtres humains, ce sont par essence des gens imparfaits. Et par le fait... Ça, pour le coup, je l'avais quand même repéré dans l'esthétisme de la favorite. Ah oui, dans la favorite, c'est très présent avec Olivia Colman et sa maladie, pour le coup. Mais là, c'est encore plus accentué. C'est vraiment... Mais sans le côté grand angle, quoi. Ouais, pour le coup, par contre, il n'y a pas de grand angle dans le film, rassurez-vous. Le côté GoPro voilà, c'est ça. n'est pas présent. Donc globalement, c'est un film violent, méchant, qui retourne aux sources du cinéma de son auteur. Et est-ce que tu dirais que c'est du coup accessible? Parce que tu disais que comme ça, oui les et personnes non. comprendraient. Oui et non. Ok. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à accepter, à vouloir découvrir ce que c'est Lanthimos, peut-être que vous allez aimer. Mais en même temps, Lanthimos nous met face à notre propre situation et à notre propre soumission. C'est en ça aussi qu'il est détesté par une partie de la critique. Parce que l'humanité n'aime pas quand on lui dit qu'elle est soumise à quelque chose. Ah bah oui. Que quelque part, en fait, on est réduit à notre condition d'être humain. Et c'est ça, en fait, la chose. Et que, pour le coup, même si avec Poor Things, pour vos créatures, il tentait, en fait, de calmer son arrogance. Là, par contre, vous allez être servi niveau arrogance. Ah là, Lanthimos, il vous dit clairement, il vous explique ce que c'est l'Amérique pour lui. Et il va pas
vous lessinez sur les détails. Et c'est un vrai jeu de puzzle. Et même d'ailleurs, il y a des connexions indirectes qui se créent entre les courts-métrages et c'est fascinant. Comment est-ce qu'il utilise ses acteurs, même des apparitions, comment est-ce qu'il joue avec Jesse Plemons, comment est-ce qu'il utilise Jesse Plemons, à la fois comme figure masculine, toxique, mais autant un personnage brisé, mais aussi Emma Stone. Encore une fois, ça amuse, mais aussi on sent quand même qu'il est un peu fétichiste d'Emma Stone. Ça se sent par sa caméra. C'était très présent dans Poor Things, c'était très gênant. Certains ont dit que c'était plus gênant avec Kazok Kanes, mais en fait, c'était déjà présent dès le début de sa carrière. Et par contre, vous allez voir aussi, dernière petite chose, que Lantimos est très fan d'Eyes Wide Shut de Kubrick. Il est très fan d'Eyes Wide Shut. Mais ça se remarquait déjà dans certains de ses précédents films. Alors, je dirais pas Eyes Wide Shut dans La mise à mort du cerf sacré. Ah, c'est le couple toxique. Ah oui, c'est vrai, là-dessus, oui, mais pour le coup, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent dans La mise à mort du cerf sacré parce qu'il a littéralement repris Nicole Kidman, donc c'est pas la référence. Ah, mais il jouait là-dessus, justement, il jouait là-dessus, bah ouais, il a carrément joué là-dessus. Ouais, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le long métrage. Moi, à la rigueur, j'ai vu d'autres films de Kubrick dans La mise à mort du cerf sacré que Eyes Wide Shut. Je pense que c'est parce que, en fait, vu qu'il y avait Nicole Kidman, j'ai dû me le dire. Mais j'ai dû me dire, c'est tellement évident que oui, non, mais c'est complètement ça. Hein. Je pense que c'est son Kubrick préféré. Il est présent partout. J'y voyais d'autres Kubrick que celui-là, de manière traitée de manière plus intelligente dans La mise à mort du cerf sacré que cette référence, cette inspiration de Eyes Wide Shut. Pour moi, c'est vraiment Eyes Wide Shut qui est dans La mise à mort. Non, mais maintenant que tu me le dis, je me rappelle, je sais plus si je me suis dit devant le visionnage de La mise à mort du cerf sacré, waouh, Eyes Wide Shut, mais je me suis surtout dit, waouh, il y a du Kubrick, tu vois. Oui, mais dans le premier court-métrage, par exemple, la méchanceté des personnages rappelle, même si chez Kubrick, les personnages aussi sont méchants, mais il y a Orange Mécanique dans l'utilisation de la violence physique. Bah, moi, je trouve que maintenant que tu me le dis, effectivement, ça me saute aux yeux. Je comprends pas pourquoi j'ai pensé à d'autres Kubrick et pas à Eyes Wide Shut alors que c'était tellement évident. Mais il y a tout Kubrick, il y a d'autres Kubrick aussi dans La mise à mort du cerf sacré, évidemment. Mais c'est pas l'inspi que je trouve la plus passionnante quoi dans le film. Mais le film est très très bien. Hein. Le film La mise à mort du cerf sacré, c'est incroyable, vraiment, avec un Barry Keoghan qui est complètement fou. C'est impressionnant. Non, vraiment, le film est très très bien. Mais donc voilà, ça c'est pour ton avis sur Kinds of Kindness, mon cher Adam. Oui, exactement. Et j'ai écrit un petit article pour la 7e illusion, voilà, si vous voulez plus d'infos. Eh bien, il sera dans le lien, non, dans la description. Le lien sera dans la description. Le lien ne sera pas, la description ne sera pas dans le lien, c'est le lien qui sera dans la description. Voilà. C'est la fin de la semaine, je suis fatigué. Écoutez, nous allons passer au 3e et dernier film de ce podcast, sur lequel nous allons passer un petit peu plus rapidement que sur les 2 précédents. Nous allons passer à A Quiet Place Day 1, Sans un bruit, jour 1 en français. I have a plan. It's the end of days. No more people. No more New York. No more nothing. Qui est un film de Michael Sarnowski, qui a réalisé précédemment Pig avec Nicolas Cage. C'est également scénarisé par Michael Sarnowski, mais il me semble qu'il n'est pas tout seul au scénario. Si, il est tout seul. Mais je crois que John... C'est l'histoire qui est écrite, Krasinski a écrit l'histoire du film, je crois. Non, je crois qu'il est venu juste l'aider. Mais il n'a pas... En tout cas, c'est pas ce qui est marqué sur le ciné. Il y a marqué scénarisé par Michael Sarnowski, d'après les personnages créés par Brian Woods, sur une idée, voilà, c'est ça, sur une idée de John Krasinski, et d'après les personnages créés par Scott Beck. Et au casting, nous retrouvons Lupita Nyong'o, excellente actrice qu'on ne présente plus, Joseph Quinn, un nouvel espoir à Hollywood, qu'on a pu voir notamment dans Stranger Things. Nous retrouvons également Alex Wolff, qui a joué dans les 2 derniers Jumanji. Oh là là. Mais qui a surtout été découvert dans Hérédité. Nous retrouvons Jimon Unsu, qui a joué dans les 2 derniers Rebel Moon.
Ah là 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 là. Ouah, sacrée carrière. Voilà. Et donc, Lupita Nyong'o qu'on a pu voir également dans les 2 derniers Black Panther. Oh là là. À part Hérédité, il n'y a pas grand-chose à retirer de tout ça. Non, mais elle sera également à la tête du Robot Sauvage, le prochain film de DreamWorks que j'attends énormément. Elle avait également joué Maz Kanata dans les 3 derniers Star Wars. Voilà. Et puis elle a joué dans 12 Years a Slave, qui est un film apparemment excellentissime de Steve McQueen. Oui, Il faut c'est un grand absolument Steve que McQueen. je vois. Mais donc, qu'est-ce que nous raconte Sans un bruit, jour 1 ? Donc, c'est un film sorti le 26 juin 2024, 2 jours avant le Comte de Monte Cristo. Il dure 1h39. Et d'ailleurs, je me souviens plus si j'avais dit la durée de Kinds of Kindness, c'est 2h48. Voilà. 2h48, ouais. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte ? Découvrez comment notre monde est devenu silencieux. Merci Allociné pour C'est ce le jour résumé 1 de l'arrivée des extraterrestres. Quoi. Merci Allociné, vous êtes toujours de top qualité. Ils auraient juste pu mettre c'est le jour 1, c'est celui qu'on retient, que ça aurait été vraiment tout aussi parfait. Non, en gros, qu'est-ce que ça raconte en détail ? Ça raconte l'histoire d'une jeune femme interprétée par Lupita Nyong'o, donc, qui est malheureusement atteinte d'un cancer et elle est dans un centre où on s'occupe de personnes qui vont mal, qui ont des cancers ou d'autres maladies graves. Et ils vont décider, avec un accompagnateur, de sortir dans la ville, dans New York, pour aller voir un spectacle de marionnettes et ensuite manger des pizzas sur place. Sauf que patatras, les aliens qu'on a pu voir donc dans les 2 premiers Sans un bruit, parce que oui, il faut savoir que celui-là, c'est un préquel aux 2 précédents films Sans un bruit, avec John Krasinski et Emily Blunt et leur famille, qui étaient pas mal du tout. Moi, je les avais vraiment bien aimés, ces 2 premiers opus. On attend le 3e. Et donc là, ça raconte le jour 1 de cette apocalypse où tous les aliens ont débarqué sur Terre. Et c'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Sans un bruit, des aliens, dès que tu fais un petit son, genre claquer des doigts, eh bien, ils t'entendent, ils te foncent dessus et ils te mangent. Voilà, tout simplement. Pas très jojo, Donc, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Franchement, c'est pas gentil. Moi, je trouve que je trouve qu'il y a une vraie méchanceté. Non, j'arrête. On va pas. Non, mais donc voilà. Et cette jeune femme va devoir survivre dans un New York dévasté et dévastateur. Elle va être accompagnée par le personnage interprété par Joseph Quinn. Et tous les 2 vont essayer de s'en sortir. Ils vont notamment essayer de trouver des médicaments, etc., etc. Mais je ne vais pas en dire plus, j'en ai déjà beaucoup dit, mais il faut dire que le résumé, qui d'ailleurs, je le dis, n'est pas le résumé propre à Allociné, c'est le même sur Sens Critique, c'est le même partout. Il faut dire que ce résumé-là ne racontait rien, quoi. Donc j'ai essayé de développer un petit peu plus. Et donc, est-ce que tu attendais ce film, mon cher Adam ? Très rapidement, mon rapport à Sans un bruit 1 et 2. En fait, j'aime beaucoup Sans un bruit 1, qui est une série B qui ne révolutionnait rien, mais c'était pas la prétention de Krasinski, mais qui était maîtrisée, qui avait un concept. Le concept est bien de Sans un bruit. C'est-à-dire les créatures qui doivent faire aucun bruit. Le concept est génial, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe du coup quand tu dois être silencieux, parce que le cinéma qui tente de l'horreur, en général, il faut faire du bruit. Personne ne doit les entendre crier, du coup, si on doit reprendre un slogan du cinéma d'horreur. Là, pour le coup, on ne doit pas crier, même pas faire de bruit. Et du coup, c'est très intéressant. Même pas lâcher une caisse. Hein. Ah non, même pas, c'est chaud, c'est très très chaud. Je serais tellement mort dès le jour 1 de la mais minute toi t'es foutu. T'es foutu, quoi. Et même d'ailleurs, ce que dit, c'est le carton de début de jour 1, c'est-à-dire en utilisant New York, c'est que New York a un décibel de 90, c'est-à-dire qui correspond à un cri permanent. Ok. Et je dis ok, mais oui, je suis d'accord avec toi, vu que j'ai vu le même film que toi et qu'effectivement, il y a ça au début du film. Oula, ça aurait été étrange. Sinon, on n'aurait pas vu le même film. Bizarre. Sinon, en fait, moi, j'ai vu le jour 2.
Ah, celui qu'on retient pas du coup. Ouais, bah ouais. Euh, et aussi, John Krasinski est très fan de Spielberg. Très, très fan de Spielberg. Et Ah ça bah se ça se ressent dans les sentait dans... deux. Dans If, dans le très mauvais If, mais voilà, ça, tu serais pas Non, d'accord. c'est Mais voilà. incroyable, If. Arrêtez de dire que Non, c'est c'est un bien. bonbon nostalgique qui est absolument insupportable. Mais voilà. Non. Et le 2, en fait, justement, dans l'introduction du deuxième opus, c'était justement le fameux jour 1 aussi qu'on voyait. Et le 2 a plus de problèmes parce qu'en fait, il tente d'étendre son univers. Et du coup, est-ce que du coup, Sans Abri aurait dû rester un film unique? Et c'est la réponse que je vais donner tout de suite pour ce jour 1. Oui, ça aurait dû rester un film unique parce que sans être mauvais, le réalisateur s'en sort plutôt pas mal quand même à reprendre la main de Krasinski. Et on sent qu'il est beaucoup plus intimiste quand même. On sent que le Spielberg des années 2000 hante ce film. C'est-à-dire le Spielberg d'un certain événement tragique survenu aux États-Unis. Je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube, donc je vais éviter de Je dire ce sais fameux pas non événement. plus si on peut le dire sur YouTube, Donc je vais mais éviter de le dire. Donc je vais éviter de ce le qui dire. s'est passé en 2001 en Amérique, quoi. Voilà, en Amérique, et le cinéma de Spielberg est tenté. C'est par ça, notamment sa fameuse trilogie fantôme qui est Minority Report, La Guerre des Mondes et Munich, même si Munich est le moins lié des trois, et on sent qu'il est hanté par ça, par notamment son thème principal. Si vous connaissez les événements de 1971 lors des Jeux Olympiques de Munich, si vous connaissez cet événement Excellent tragique. film, Munich, hein, d'ailleurs. Oui, Vraiment pour moi, très, mon très Spielberg bien. préféré. Voilà, je le dis, c'est mon Ah Spielberg. ouais, carrément, ok. Ouais, je trouve que c'est un grand thriller d'espionnage des années 70. Pas des années Sans un 70. bruit. Qui reprend les codes des années 70. Ah oui, ok. Sans un bruit, jour 1, c'est. En fait, sa qualité principale, c'est-à-dire la citation de Spielberg des années 2000, et son plus grand défaut, c'est-à-dire que ça tourne très vite en rond. Et le problème, c'est que il n'arrive pas à réinventer la roue. Et en fait, je sais pas si, du coup, en fait, est-ce que, du coup, c'est un film qui est voulu sur ces éléments tragiques de 2001 ou est-ce que c'est un direct et que, du coup, les citations que prend Krasinski et Saronowski, je me trompe pas sur le nom, j'espère, et indirectement lié, vu que ce sont des films hantés par ça. Si on revoit Minority Report, c'est hanté. Bah moi, vraiment, le simple fait que ça se passe à New York, je pense que c'est totalement voulu, ces inspirations-là. Oui, c'est totalement voulu. Et du coup, on est en 2024. Donc, c'est passé il y a 23 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de films qui ont déjà traité ce sujet très, très bien. Et qu'il faut passer à autre chose. Et c'est assez dommage. Mais j'en tiens quand même, comme pour le Comte de Monte Cristo. En fait, j'ai le même problème quasiment avec les deux films, même s'ils sont pas liés évidemment. C'est que ce sont des bons divertissements tout de même. C'est bien maîtrisé. On sent quand même que le concept, ils ont du mal à le respecter parce que dès les 20 premières minutes du film, il y a quand même un hélico qui fait attention, on ne doit pas faire de bruit, avec un décibel qui est bien plus de 90, je pense. Oui, mais ils sont dans les airs. Ils sont inatteignables par les bébêtes. Ouais, mais du coup, ça met les personnages dans la mouise et en fait, ça crée toujours les situations de tension ne sont pas créées par le fait qu'ils essaient d'être prudents, sauf pour une scène de foule qui est magnifique. La photo, même toute la photo générale du film est magnifique, mais surtout durant cette séquence avec et là, on sent la poussière, les gravats de ce fameux événement de 2001. Là, c'est hanté. L'image est parsemée d'échos à ça. Et ça en donne une scène de foule qui est ultra, ultra tendue, avec des plans sur des valises, sur des pieds, sur des mains qui... Voilà quoi. Ça je suis entièrement d'accord. Et voilà, je suis très limité par le film et c'est dommage. Et je pense que la saga aurait dû rester un opus unique, à voir ce qu'il va proposer avec le 3. Mais sans être non plus un mauvais film, je passe pas non plus un moment très foisonnant et j'en tire pas grand chose personnellement. Voilà. Bah écoute, moi les deux premiers Sans un bruit de John Krasinski, donc je les avais bien aimés, j'avais passé un bon moment devant les deux. Je trouve que le 1 est aussi bien que le 2 et que le 2 est aussi bien que le 1. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux de grandes qualités comme de gros défauts, mais
je croyais en l'univers, je trouvais que les scènes de tension étaient vraiment bonnes, je m'attachais au Ah, c'est très personnage, bien joué. je trouvais le propos sur la famille plutôt convaincant. Pas trop de tire-larmes, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'ai l'impression, Non, sur ça ces 2 va. premiers Ça va, opus. parce que Spielberg a été beaucoup plus larmoyant que ça sur certains films. Donc, Mais ouais, effectivement, celui-là, il s'en comme sort tu le bien. dis, c'était très inspiré de Spielberg et ce Sans un bruit jour 1, bah, je l'attendais parce que, bah, j'aime bien, cet univers. Effectivement, le film est tenté par Spielberg, le film est tenté par une imagerie, rappelant ce qui s'est passé donc, en 2001, aux États-Unis. Je trouve pas que ça tourne vraiment en rond parce que, ça tournerait en rond si durant tout le film qui dure 1h40, l'imagerie était la même. Mais pour moi, c'est au début du film et après, Moi, il y je a quand trouve même de nouvelles que oui. inspirations qui sont vraiment plutôt pertinentes, je trouve. Après voilà, j'ai pas trouvé que c'était un grand film. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est pas cette imagerie-là. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment un film sans un bruit. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit C'est sur un film sur le Letterboxd, deuil. c'est un C'est un film film sur le deuil de soi-même, Oui. notamment. Et j'ai dit ça sur Letterboxd, le film perd en tension ce qu'il gagne en émotion, en sentiment. Moi, je trouve vraiment qu'il y a des scènes qui sont très touchantes, qui sont très belles entre ces 2 personnages. Je trouve qu'ils jouent admirablement bien parce qu'ils parlent très peu, mais ils arrivent à caractériser leurs personnages d'une façon formidable. Mais de toute façon, ça, c'est dû à l'écriture également. Et puis, je trouve ça très, en même temps, très beau et très triste, cette question que te pose le film de est-ce que c'est pas quand on est condamné et quand carrément le monde est condamné que d'un certain côté, on arrive à revivre. C'est clairement ça qui est posé comme question avec le personnage interprété par Lupita Nyong'o. Et voilà, moi j'ai été très touché par ce duo. C'est beaucoup plus un film sur les sentiments humains que sur vite, faut survivre, etc., qui était Sans un bruit 1 et 2. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant par instant. Est-ce que c'est un film, je vais m'en souvenir éternellement? Non. Est-ce que j'ai envie de le revoir tout de suite? Non. Mais je trouvais son côté, on fait un film sans un bruit sans faire un film sans un bruit, assez osé. Certains diront que c'est malhonnête, en mode ils se sont servis de la licence sans un bruit pour nous attirer en salle et on n'a pas ce qu'on veut. Moi, je trouve ça plutôt couillu. Je trouve que des blockbusters comme ça, parce que c'est quand même un blockbuster, le film a eu un certain budget, je trouve que des blockbusters comme ça, qui te racontent réellement quelque chose et qui passent pas leur temps à te teaser des choses pour une suite, bah, je trouve ça assez noble. Voilà, je trouve que c'est un film qui est assez noble, qui a des défauts de rythme, qui a, même si la mise en scène est pas mal, des défauts de mise en scène. Mais en soi, le film est beau, que ce soit dans son fond ou dans sa forme. C'est vrai qu'il y a une jolie photographie en termes de mise en scène. J'aime beaucoup comment est traité l'arrière-plan, les différentes doses de flou de cet arrière-plan. Je trouve que ça raconte des choses qui sont plutôt pas mal, plutôt surprenantes par instant par rapport à ce que vivent les personnages. Mais donc voilà, c'est un film que j'ai bien aimé. Je ne mettrai pas dans le top de l'année. Je ne sais pas si c'est le meilleur des films sans un bruit, mais en tout cas, je trouve que c'est un film noble et que c'est un bon divertissement. Voilà. Non, mais je suis assez d'accord. Moi, que c'est un bon divertissement, moi j'en tire pas grand-chose parce qu'en fait, on sent quand même que même si en fait le personnage avec qui elle va se lier d'affection et qu'elle va aider à surmonter quelque chose, en fait, ça met du temps à arriver parce que en fait, on ne sait pas encore quand est-ce que ce personnage va arriver. Et je trouve qu'il arrive tout juste un tout petit peu tard dans l'intrigue quand même. Parce qu'il y a C'est quand vrai même qu'il arrive un peu tard. d'autres personnages en fait qu'elle éclipse directement et en fait ça sert pas à grand chose de mettre ces personnages-là. Je trouve qu'en fait le problème aussi de la manière de mettre en scène les créatures est un peu la même. C'est-à-dire que on a fait du bruit, hop là, ils arrivent et du coup on filme en gros plan la créature. Et c'est évidemment que c'est ça le concept et que faut pas faire de bruit et que c'est le bruit qui les attire. Je suis pas trop Mais d'accord je avec ça. mais je pense que mais je trouve que c'est toujours la même technique et c'est très dommage, notamment une scène qui se passe avec des œufs. C'est là, ça m'a paru vraiment de trop et j'ai fait
S'il vous plaît. Pour moi, c'est la moins bonne scène du film, celle-là. Mais par contre, je suis pas d'accord avec le fait qu'on filme très souvent en gros plan. Justement, je trouve qu'il y a un travail sur l'arrière-champ et la façon dont les créatures vont se révéler dans l'arrière-champ, que ça soit de manière nette Oui, ou mais de on manière filme, floue. oui, Je trouve mais ça on filme une intéressant. partie de leur corps d'abord, tu vois, Ah, pas tout avant le temps. de. Ah, c'est souvent ça. Hein. Ah, moi, franchement, Après, j'ai c'est pas peut-être du moi hein, tout qui retenu autant de a gros vu plans trop de sur les films créatures. catastrophes. Peut-être que c'est moi qui Il y a vu en a trop de films de un, catastrophes aussi. il y en a un qui est dégueulasse quand Lupita Nyong'o fait un rêve là, mais sinon, enfin dégueulasse, il est pas mal fait, mais je veux dire vraiment pour le coup, ça fait jumpscare tout pété ce plan-là. Alors que les autres jumpscares sont plutôt réussis, mais donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fini. Ah oui, sinon la musique était pas mal. Si je l'ai réécoutée, elle est C'est assez du John émouvante. Williams. On sent l'héritage de John Williams sur la guerre des mondes, pour le coup. Donc voilà. C'est Oh tout. ouais, ouah, je suis pas trop Ah, d'accord avec je ça. sais pas. Je trouve que c'est vraiment un guerre des mondes version Wish. Hein, mais voilà. La musique ou le film? Ah, le film en matière générale. Ah ouais, ok. Ouais. Voilà. Non mais C'est après, pas, voilà, je veux la pas guerre vous le des descendre mondes, gratuitement, le film. la guerre des mondes est l'un des plus grands films catastrophes jamais réalisés aussi. Donc Oui. Oui, voilà. non, mais c'est bien, parce que moi aussi j'aime beaucoup ce film. Il n'y a pas de souci, c'est un des plus grands Spielberg. Même de toute façon, la fameuse trilogie Fantôme dont je parlais est pour moi parmi ce qu'a fait Spielberg de meilleur dans sa filmographie. Sans dénier ce qu'il a fait avant, évidemment, mais je trouve que c'est. Spielberg et me fascine beaucoup plus quand il s'éloigne de sa trajectoire originelle. Voilà, je dis ça comme ça. Ouais, c'est pour ça. D'ailleurs, tu viens de m'envoyer un message en me disant mon film préféré de Spielberg et je vais même me tatouer le nom du film sur le torse, c'est le BGG. Évidemment, c'est pour ça. Non, ça c'est moins bon. Ça c'est moins bon. Non, mais et voilà. Mais sinon, j'ai pas passé non plus un moment désagréable devant le film parce que l'imagerie catastrophe est bien et qu'on aura le Twisters la semaine prochaine et que je sais pas si ça va être bon ou pas. Donc pour l'instant, je me contente de ça. Et voilà. Eh bien, écoute, en termes de catastrophe, mais un autre style de catastrophe, peut-être une catastrophe industrielle, dis-toi que la semaine prochaine, on a Deadpool et Wolverine aussi. Donc, tu vois, C'est dans 2 semaines, ça, je crois. C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 C'est le semaines. 27 juillet. Ouais, c'est dans 2 semaines. Ouais. Oh là là. C'est le 27 juillet. Ouais. J'ai pas hâte. Hein. Ah non, moi non plus, ça va être une catastrophe monumentale. Je le sens gros comme une maison. Et ce plan de la Fox détruit là, il me hante et vraiment je sens le cynisme qui renarde du fondement, quoi. Écoutez, c'en est tout pour cet épisode d'Enfants du cinéma, un épisode très bordélique. On est désolé, mais on espère quand même qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, mais également de vous abonner à la chaîne Spotify, puisque ce podcast est désormais disponible sur Spotify. Aussi, petite information avant de vous quitter, il n'y aura pas d'autre épisode d'Enfants du cinéma durant juillet, après celui-là, car King Tao et moi, nous ne serons point disponibles, mais il y aura le retour du podcast fin août avec 2 épisodes, et ensuite on reprendra le rythme qu'on a toujours eu, King Tao et moi, avec, si possible, nous l'espérons, d'autres invités. Et d'ailleurs, en parlant d'invités, merci beaucoup à toi, Adam, d'avoir été là. Mais je t'en prie, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de participer, de débattre avec vous. C'était très enrichissant d'ailleurs aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes avis et c'est bien. Moi, j'adore ça. Et puis, voilà. D'avoir pu parler de mon amour pour Yorgos Lanthimos aussi. Ah bah oui. Bah ça, c'était d'ailleurs très intéressant et je te retourne tous les compliments que tu viens de faire. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec toi. D'ailleurs, je vais tout de suite appeler King Tao pour le virer du podcast et le remplacer par Non, toi. non. Et puis d'ailleurs, bon, King Tao est parti, mais voilà, c'était très intéressant de débattre du coup sur le compte de Monte Cristo. Et puis voilà, c'était vraiment cool. Donc merci pour cette invitation, c'était fort enrichissant tout ça. Eh bien, avec grand plaisir. Sur ce, nos liens vers nos réseaux, vers nos chaînes YouTube, vers nos vidéos, vers nos articles, bref, vers tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fera, se trouve en description. Et on s'en va côtoyer d'autres univers. On vous dit salut! Ciao!